c'est pas un scoop, le secteur de l'enseignement est un petit peu secoué ces derniers mois. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de l'heure de fourche, on va justement faire le tour de l'actualité, les mesures d'économie, le contexte politique, on va aborder la gratuité, les bâtiments scolaires et plein d'autres sujets avec le secrétaire général du CEGEC, Alexandre Laudet. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Sur le contexte global, on a déjà pu le dire à de nombreuses reprises, le CEGEC a plusieurs fois dénoncé un manque de concertation de la ministre Glatini. Est-ce qu'il y a eu des évolutions en la matière ? Un simple rappel de l'histoire, comme on dit, à partir du mois d'avril, de manière claire, tout ce qui est comité du pacte, c'est mort. Donc ça fait 9 mois. On peut dire que le comité du pacte, c'est mort et je ne crois pas qu'il va ressusciter. Cela étant, la concertation, elle peut prendre des formes différentes et aujourd'hui, il y a en tout cas de la part du gouvernement plusieurs signaux qui montrent qu'en tout cas, avec les pouvoirs organisateurs, je précise bien avec les pouvoirs organisateurs, il y a une volonté de se concerter, d'échanger, de ne pas se limiter à une rencontre pour prendre des décisions. Je dirais donc en progrès, en amélioration. Attendons encore de voir avant de donner le CEB en matière de concertation au gouvernement. D'accord. Dans les mesures d'économie, il y en a une qui touche particulièrement les fédérations de pouvoirs organisateurs avec une réduction de moyens de 30%. Ça va être quoi les impacts de cette décision concrètement ? Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avions au départ fait une série de simulations qui nous amenaient plutôt à perdre 36, 37, 38%. Ça devenait vraiment très significatif en tant que tel. Nous serons plutôt à 28-30%. Donc je crois que là, on a déjà un effet positif des négociations qui viennent de se terminer. Il y aura un amortissage. Donc en fait, ce sera 20% la première année, 10% la deuxième. Je ne vais pas m'étendre sur toute la technicité qu'il y a derrière cela, mais simplement de dire qu'effectivement, la CSA, c'est tout de même de nombreux collaborateurs du CEGEC qui passent leur temps dans des classes, dans des écoles, avec des groupes d'enseignants, etc. Et on a vu au travers du temps toute l'efficacité que pouvaient avoir ces acteurs-là en termes de soutien en matière de plan de pilotage, d'implémentation de la réforme en tant que telle. Donc, on a vu apparaître véritablement des demandes, des besoins et des soutiens. Donc, la volonté que nous avons, c'est d'essayer d'optimiser nos ressources et les outils qu'on a pu construire pendant ces dernières années. Donc, je dirais au niveau du fondamental, beaucoup de choses ont déjà été faites, même si on n'a pas été jusqu'au bout et qu'il y a encore du travail. Au niveau du secondaire, là, on est plus dans l'implémentation. Et donc, le choc, il est encore plus rude puisque là, on s'appuie sur quelque chose de moins construit en tant que tel au départ. Donc, on doit s'attendre, il faut être réaliste, à avoir quand même un peu moins de capacité à soutenir les équipes. Il y aura donc, à n'en pas douter, un temps d'adaptation, mais nous ne passons pas de tout à rien. Et en plus, ce sera progressif, donc ça permettra de s'adapter. Oui, c'est l'occasion de rappeler aussi le boulot actuel que fait la CSA et ses conseillers dans les ateliers du tronc commun, justement pour former les enseignants et les éducateurs cette année, donc près de 10 000 personnes. C'est, je pense, une quarantaine de dates entre janvier et mai. Donc là, il y a vraiment un énorme boulot qui est fait et ça m'amène à la question suivante, justement, sur la première secondaire. L'année prochaine, en août 2026, le tronc commun arrive en première. Et là, on a aussi toute une série de flous qui, pour le moment, gênent les directeurs, voire même les empêchent de pouvoir organiser et anticiper correctement cette rentrée-là. Où est-ce qu'on en est aussi dans ces discussions ?
D'abord, je voudrais profiter de ce podcast pour dire que je ne peux que féliciter toutes les équipes de direction qui, malgré le flou, malgré les incertitudes, ont quand même accueilli de nombreux jeunes enfants et jeunes filles qui veulent s'inscrire en S1. Donc c'est un fameux challenge qu'ils ont relevé, avec de nombreuses questions que les parents leur ont posées et avec des réponses qu'ils ne pouvaient pas être précises. Et donc je peux comprendre à quel point toute une série, toutes les équipes, et il y en a beaucoup, pour ne pas dire toutes les équipes tout court, qui ont à cœur d'accueillir, d'informer avec précision, enfin de montrer vers où on va, ce qui est évidemment un gage non seulement de bonne organisation, mais aussi de réussite des élèves. Il y a une véritable frustration à ce niveau-là. Bon, oui, c'est parce que ils ont envie de bien faire le travail, et là pour le moment bien c'est sûr, compliqué pour eux. Entre guillemets, ils n'en peuvent absolument rien de ne pas être en capacité de répondre. Toutes les équipes du CEGEC, de l'enseignement secondaire, ont tout fait pour tirer la sonnette d'alarme, faire des propositions. Enfin, c'est tous les jours qu'il y a pour le moment des discussions, des échanges, etc. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il y a encore des incertitudes. Et si je ne dois pointer qu'un aspect qui, me semble-t-il, est vraiment gravissime quelque part dans la situation, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'accompagnement des jeunes qui sortiront de l'enseignement primaire, soit avec un CEB, mais une série de lacunes clairement identifiées, voire un certain nombre de jeunes qui n'auront pas leur CEB, mais qui iront quand même dans l'enseignement secondaire. L'enseignement différencié disparaît comme ça du jour au lendemain. Ce n'était pas notre demande. Nous avions demandé clairement une période transitoire, un minimum de 2 ans. Donc, ce qui est un petit peu désarçonnant et dommage, c'est peut-être de ne pas être capable de distinguer l'objectif de comment on atteint l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres, si on sort un peu du tronc commun, est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui sont encore en attente de clarification ? On peut sortir de l'enseignement, on peut sortir un peu de l'enseignement obligatoire. On est quand même face à un certain nombre de réformes annoncées et je crois appréciées par le secteur, puisqu'on a annoncé un refinancement des PMS, mais on ne sait pas comment, avec quelle mission et quel positionnement par rapport à l'école, par rapport au pôle. Donc je crois que là, en tout cas, c'est une belle opportunité pour que les PMS puissent bien communiquer sur leur rôle dans le système, qui j'espère sera clarifié. Et donc c'est un peu main dans la main, ou en tout cas en concertation avec l'enseignement obligatoire et avec les pôles, que les PMS doivent partager la réflexion sur la réforme. Au niveau de l'enseignement pour adultes, là aussi, il y a 3 chantiers qui sont en route. Un qui concerne la gouvernance, un qui concerne entre autres le financement. Donc ce ne sont pas des sujets mineurs, bien entendu. Au niveau de l'enseignement supérieur, aujourd'hui on est avec, je dirais, les étudiants qui ne sont pas contents de l'augmentation du Minerval. Je n'entre pas dans ce débat-là. On peut constater que globalement, l'enseignement supérieur n'est pas touché par les mesures. Dans les dossiers qui ne sont pas simples à mener pour le moment, mais où j'ai envie de dire bravo aux équipes, c'est le transfert, après les 7e, le transfert de l'enseignement obligatoire vers l'enseignement pour adultes. Ici, nous sommes sur un sujet plus large, entre guillemets, puisqu'il s'agit des infirmières brevetées, comme on les appelle régulièrement. Ça concerne 6 écoles de notre réseau, mais 11 implantations. Ça va de Moucron à Liège, de Namur à Bruxelles. Donc, ça ce qu'on appelle le D4. C'est ce qu'on appelle le D4, infirmière brevetée. Et je dirais, quand vous êtes dans un hôpital, vous ne voyez pas toujours la différence entre une infirmière brevetée formée dans l'enseignement obligatoire et une infirmière birge, comme on les appelle aujourd'hui, anciennes hospitalières, qui sont formées dans les hautes écoles. Mais elles ont des formations différentes. Et demain, les gouvernants ont pris la décision de clarifier la filière de formation. Donc vous aurez une formation d'aide-soignante, puis vous aurez une formation d'assistant soit infirmier, ce qu'on appelait les infirmières brevetées, des 4, et puis vous avez les infirmières
formés en haute école. Vous avez alors un master de spécialisation et même un doctorat qui est prévu dans la filière. Donc il y a en tout cas une vision claire des différents types de formations, de leur articulation, de leurs compétences, etc. Parfois aussi d'empans, de possibilités moyennant de la formation continue. Un continuum, oui, c'est ça. Mais ici, le propos, c'est que le véhicule qui va accompagner les jeunes dans leur formation, qui change de nom et qui devient assistant ou soit infirmier, était avant l'enseignement obligatoire, il devient l'enseignement pour adultes. C'est pas simple, parce que c'est aussi un changement de PO. Et donc, c'est pour ça que le CEGEC a défendu d'avoir le choix entre transformer une école des 4 infirmières brevetées, de la transformer en école d'enseignement pour adultes, ou de choisir de s'arrimer à un enseignement pour adultes qui était déjà existant. Voilà. Il faut savoir que dans notre réseau, notre enseignement pour adultes n'est pas le plus spécialisé dans le domaine de la santé, et en tout cas rarement une offre de formation complète dans le domaine. Il y a l'une ou l'autre école qui présente cette caractéristique, mais enfin, ce n'est pas la grande majorité. Et donc, c'est bien, parce que certaines écoles de D4 ont choisi de rejoindre une école d'enseignement pour adultes, et d'autres ont décidé d'en créer une, Oui, c'est ça. Peut-être de façon transitoire, en attendant un petit peu de voir comment les choses évoluent. Et là, il y a un travail vraiment très important de collaboration entre le service de la direction de l'enseignement obligatoire, qui voit partir ces formations, et ce n'est pas la première, et ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas la dernière, puisqu'on annonce également que les assistants en pharmacie pourraient également basculer dans l'enseignement pour adultes. Tout ça, ce sont chaque fois un peu des deuils, c'est chaque fois un peu des au revoir, mais ils font le job. On l'avait annoncé, on brasse très large dans ce podcast plutôt consacré à l'actualité. On va parler des bâtiments scolaires aussi, au-dessus duquel le ciel s'assombrit un petit peu. Alexandre, demain, est-ce que nos PO seront encore en capacité d'investir et d'entretenir leurs infrastructures ? Alors, je voudrais peut-être mettre ce que je vais exprimer dans un contexte général. Le constat qui est fait au niveau de l'enseignement en Belgique, quand on prend un peu de hauteur, qu'on regarde ça à l'échelle de l'OCDE, c'est en fait, malgré tout ce qu'on peut dire, beaucoup de moyens humains qui sont tout de même consacrés à encadrer nos jeunes. Après, on peut discuter des performances, mais en tout cas, nos performances ne sont pas aussi mauvaises que ce qu'on tout le monde bien racontait, mais on a un encadrement humain extrêmement important. Par contre, on a des moyens publics mis pour l'entretien de nos bâtiments qui sont dans le bas du classement au niveau de l'OCDE. C'était peut-être pas très grave au XXe siècle, c'est extrêmement grave au XXIe siècle. Je crois qu'il faut vraiment se dire que dans 20 ans, la question de comment est-ce qu'on va chauffer et à quel prix va être la réalité. Autre élément que je voudrais mettre sur la table, je rappelle qu'il y a d'abord eu un plan PRR, qui était un plan d'investissement européen. On était à l'échelle de peu près 250 millions. Plan de relance et de résilience, c'est ça ? Exactement, qui était ouvert à tous les niveaux d'enseignement. On a eu, après le fameux plan PIE, le milliard de Dardenne comme... plan d'investissement exceptionnel. Exactement, qui avait 4 phases, il n'y en aura que 3. La première phase est terminée largement à l'avantage de WBE. La deuxième phase s'est terminée largement à l'avantage de WBE, mais moi je tire quand même le chapeau parce qu'on a quand même été chercher plus de 35%. Et puis on est au pays 3. Et le pays 3, moi je pense que là, on peut dire que le réseau, les écoles qui ont introduit des dossiers sont des bons dossiers, que WBE ne concourt quasiment pas dans cette dernière tranche, puisqu'il a épuisé en fait ce qu'il pouvait prendre. Et je pense que nous allons aller chercher largement une majorité des dossiers. Ça permettra, je crois, à un certain nombre d'écoles de pouvoir vraiment avancer. J'ai voulu faire un regard dans le rétro, parce que il faut être de bon compte. On parle quand même de plusieurs centaines de millions d'euros d'argent public qui vont venir dans l'enseignement du CEGEC et qui vont quand même faire des rénovations en profondeur. Et peu de ces projets ne sont réalisés, puisqu'actuellement, seul le plan de relance doit se terminer pour le 30 juin 26, avec des petites prolongations, etc. Donc, je vais dire, on n'est qu'au début de tous ces investissements. Évidemment, ces investissements ont été lancés. Forcément, tout le monde s'est dit qu'il y a une opportunité, tout le monde a réfléchi. Il y a des projets
qui n'étaient peut-être pas suffisamment matures quand les plans ont été lancés, mais qui vont s'affiner. Donc, quid de moyens pour l'avenir? Mais ce qui nous gêne le plus, c'est principalement 3 mesures. La première, c'est que le gouvernement a décidé finalement de ne plus prendre de risques sur l'évolution des taux d'intérêt. Comment est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, nous avant, les écoles ne prenaient pas plus de 1,25%. Pour être très clair, quand vous avez 1,25 de taux d'intérêt, en gros, quand vous empruntez 100, vous rendez 110. Et ce sera l'inverse demain. C'est la Fédération universelle qui prendra le 1% 25 à sa charge, et l'écart entre le taux de la banque et le 1,25 sera à charge de l'établissement. Taux révisible, donc imprévisibilité aussi en tant que tel. On a fait un calcul. Là, on sait déjà que la charge d'intérêt va être plus grande, et quand on emprunte 100, on devra plutôt rembourser 125. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, s'il y a quelques années, avec un taux d'1,25, on va dire que les écoles pouvaient bien s'en sortir. Là, ça va être plus compliqué. Alors, deuxième pénalité dans l'aventure, c'est que s'il y a toujours une subvention à 65%, une partie de cette subvention est en fait un prêt. Un prêt à taux zéro. À taux zéro. Et vous allez devoir rembourser chaque année 3% d'une partie de la subvention que vous avez reçue. Ça représente une somme non négligeable dans l'aventure. Donc en réalité, on va dans les faits passer de 65% de subventionnement à moins de 40% en réalité. Donc nous, notre demande, c'était que ce montant éventuellement soit plus petit et d'aller sur une plus longue durée, qu'on réfléchisse plutôt en termes d'amortissement que de retour sur investissement. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut savoir que cet argent, c'est 3% qui vont revenir à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et là, le débat est toujours en cours. Est-ce qu'il va revenir pour les bâtiments scolaires du réseau ou pour la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la grande caisse. Donc, nous, évidemment, nous plaidons pour que l'argent revienne dans les bâtiments, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous attendons encore les résultats de la négociation au niveau du gouvernement. Restons optimistes, nous verrons bien. Donc ça, c'est je dirais quelque part la deuxième peine. Il y a une troisième peine. C'est qu'en fait, le gouvernement tient énormément à défendre les projets structurants. Et donc, ils veulent que l'on consacre 50% des moyens du fonds à des projets structurants. Le problème, c'est que les projets structurants coûtent cher. Et quand vous cumulez, évidemment, l'inversion du taux avec les 3% que vous devez rembourser, notre calcul est le suivant. Si hier, vous aviez la capacité d'emprunter 1 million, avec ces mesures-là, votre capacité d'emprunt va se situer plutôt aux alentours de 500 000 euros. On va passer sur la gratuité maintenant. C'est un autre point qui crispe, parce que là, c'est un peu dans le même principe. Donc, c'est que le gouvernement demande de faire plus avec moins. Pour donner des chiffres, un élève de l'enseignement primaire, en 2025, l'école recevait 79 euros pour la fourniture du matériel scolaire. Demain, elle va en recevoir que 24. Donc, en fait, on étend la gratuité jusqu'en P6, c'est ce qui est prévu, en réduisant les moyens. Et le gouvernement répond que les PO et les écoles peuvent aller puiser dans les subventions de fonctionnement pour payer la différence. Mais c'est déjà de l'argent qui sert à payer les factures énergétiques, le personnel de l'entretien éventuellement. C'est un peu la quadrature du cercle, ça, quand même. Si vous me permettez, je vais mettre 2 éléments en contexte. D'abord, il y a tout le débat sur la gratuité. C'est un débat délicat parce que quand on fait une mesure linéaire de gratuité, les épaules les plus larges bénéficient de la gratuité, les épaules les moins larges bénéficient de la même gratuité. Donc c'est, je pense, un grand débat dans notre société qui n'a jamais véritablement été tranché. Et nous en arrivons à un compromis ici finalement. On étend la gratuité mais avec moins de moyens. Alors que je rappelle que si la charte de New York que nous avons signée amène tous les pays qui l'ont signée à tendre vers la gratuité, il y a aussi un principe fondamental derrière, c'est que les gouvernements doivent en donner les moyens.
On ne le rappelle pas assez souvent dans une période de tension telle que nous connaissons aujourd'hui. Mais n'oublions pas que fin décembre 2024, donc il y a une grosse année, le gouvernement a quand même pris la décision qu'un élève égale un élève de façon progressive jusqu'en 2034. Je rappelle que ça bénéficie à l'ensemble de l'enseignement subventionné. Donc en fait, 83% des têtes blondes bénéficient de ce système de un enfant égale un enfant. C'est très important de rappeler ce chiffre de 83% et de dire que ce n'est pas seulement le réseau catholique qui en bénéficie, mais tout le monde en a bénéficié, même si, paraît-il, et c'est plus que paraît-il, c'est le réseau libre catholique qui a mené le combat. Voilà. Et nous avons gagné, le politique a accepté, donc il faut le reconnaître, c'est tout de même une fameuse avancée. S'il n'y avait pas eu ça, la situation de la gratuité telle que vous venez de l'exposer serait encore plus grave. Donc, est-ce que nous sommes d'accord que les montants aient été diminués dans ces proportions-là? Clairement, non. Alors, ce que nous craignons, c'est que un certain nombre de structures soient effectivement en train de faire des arbitrages entre la toiture, la gratuité et le chauffage. Le chauffage, oui. Ça, c'est évidemment des images. Mais on craint plus que ça. C'est que dans certaines structures, ça puisse aller vers des situations de déficit. Notre plaidoyer a été de dire allons-y au moins progressivement. Et j'ai envie de dire ouf, le gouvernement nous a entendus et donc concrètement, les écoles vont recevoir, et si ce n'est pas déjà fait, une partie de leurs subventions qui comprennent les montants que vous avez évoqués tout à l'heure au niveau de la gratuité, 20 et 25 pour faire simple. Il y aura une perméabilité effectivement entre les deux enveloppes, mais en tout cas en 2026-27, ce n'est applicable que jusqu'à la 5e primaire et en 2027-28, ce sera applicable jusqu'à la 6e primaire. Avec les mêmes montants, donc ça permet de se préparer un tout petit peu. Je ne crois pas que ce sera suffisant, mais c'est en tout cas mieux que la situation qui était présentée au départ. Donc là, on a été entendu par le gouvernement. Il y a une deuxième pièce au puzzle qui est très importante, c'est la circulaire gratuité. Parce que les déclarations que vous avez entendues au Parlement de la ministre, quand elle a abordé la question de la gratuité, d'abord, le slogan « la gratuité, ça n'existe pas, il y a toujours bien quelqu'un qui la paye ». Ça, c'est quelque chose que vous avez entendu. Mais il y a eu aussi... Oui, mais nous allons être très large et en fait, tout le monde n'est pas obligé de recevoir le même bic, le même cahier, etc., etc. Dans le concret du terrain, ce sera évidemment un peu plus compliqué. On ne va pas faire deux files, une à ceux à qui on donne et ceux à qui on ne donne pas. Ça doit être évidemment beaucoup plus démocratique que ça. Donc cette circulaire gratuité, on attend de sa part... de la souplesse. Tu l'as abordé à plusieurs reprises depuis le début de l'entretien. Un des points positifs, c'est l'application, en tout cas la réaffirmation du principe un élève égale un élève. Il y a d'autres choses positives quand même dans tout ce contexte ? Je crois qu'il y a un élément qui est fort important, c'est que, comme les fédérations de directeurs, le CEGEC avait mis dans son mémorandum l'importance qu'il y ait une tension salariale autour de 25% entre une fonction enseignante et une fonction de direction. Il y a eu, faut-il le rappeler quand même, déjà dans l'ajustement budgétaire 2025, une première mesure qui n'a l'air de rien, mais qui était de diminuer la norme pour être directeur sans classe au niveau de l'enseignement fondamental. C'est quand même une mesure qui est tout sauf nulle, sur un plan budgétaire. Je pense que on parlait de 10 à 12 millions. Et puis ici, il y a une revalorisation pour arriver à cette tension salariale de 25%. C'est un peu plus compliqué que j'explique ici, mais globalement, l'esprit du texte est celui-là. Donc deux mesures ici, direction sans classe et une revalorisation. Bon, il y a d'autres mesures positives aussi, essentiellement au niveau du fondamental. C'est réinjecter des périodes P3, P4, puisque... Pour l'accompagnement personnalisé, c'est ça? Pour l'accompagnement personnalisé. Alors, ce ne sont pas des quarts entiers d'instituteurs qui vont débarquer, mais enfin, ça représente quand même
un peu de mou et d'oxygène pour les écoles. Et c'est situé P3, P4, puisque c'est là que vous avez compris, il y avait au début de la P4 quand même une évaluation importante du niveau des élèves. Donc c'est vraiment, à la fois en troisième, il faut les préparer à ce moment d'évaluation et il faut les soutenir en quatrième. Donc le but, c'est vraiment d'essayer en amont que tout le monde puisse réussir le mieux possible les épreuves du CEB, en tout cas d'y être le mieux préparé possible. Ok, et une toute dernière question, dans tout ce contexte, on en a déjà parlé plusieurs fois dans nos différents canaux, entrée libre notamment, le projet Agilité et résilience des pouvoirs organisateurs qui a été lancé dans le réseau, c'est un enjeu on ne peut plus majeur vu le contexte. Tu peux nous rappeler brièvement l'ambition de ce projet ? La première ambition du projet, c'est d'allumer des phares, de faire aller des sirènes, de tirer la sonnette d'alarme en disant « Nous sommes un réseau de 730 pouvoirs organisateurs. Nous avons dans nos 730 pouvoirs organisateurs des structures qui sont de grande taille, qui sont financièrement saines, qui y voient très clair, qui ont des conseils d'administration solides. Et nous avons à côté de ça une série de pouvoirs organisateurs qui présentent quasiment les caractéristiques inverses. Si nous avons demain 25, 30, 40, 50 PO qui sont en difficulté, qui font peur aux banques, qui présentent des fautes en matière de gestion administrative ou autre, et l'ensemble du réseau qui risque d'être touché par ça. De vaciller. Exactement. Donc, je crois qu'on a, au niveau du conseil d'administration du CEGEC, il y a vraiment une prise de conscience très forte il y a plus d'1 an. L'étape suivante, c'était de se dire comment va-t-on mobiliser nos équipes en interne. Parce que tout le monde ne voit pas nécessairement l'ambition qu'il y a derrière. Et vous savez, je voudrais réaffirmer ce principe-ci, puisqu'il est fondamental. Ce qu'on veut, c'est de veiller à ce que les véhicules qui portent les lieux de formation soient solides. Toute école de village qui fait le rythme de la vie du village, mais on doit tout faire pour qu'elle reste là. Ce n'est pas parce que demain, elle fera partie d'un autre pouvoir organisateur qu'elle va disparaître. Donc tout notre plan, il se situe au niveau des pouvoirs organisateurs, il ne se situe pas au niveau des écoles. Il s'agit plutôt de rassembler, voire de fusionner, voire de créer des coupoles. Enfin, il y a plusieurs modèles qui ont été proposés au niveau des pouvoirs organisateurs pour pouvoir être plus en capacité aujourd'hui de répondre aux normes, aux contraintes, mais aux exigences modernes, à tout niveau. Mais la volonté, c'est pour garder les écoles, et particulièrement les écoles fondamentales, en proximité avec un terrain. C'est une véritable armada appuyée par les CODIEC, je tiens vraiment à le souligner, appuyée par les CODIEC, pilotée par des services transversaux généraux du CEGEC, qui vont vraiment partir pour convaincre. Après, à chacun de prendre ses responsabilités là où il est. Nous, on restera volontaires, on fera des propositions, et je pense que le conseil d'administration du CEGEC est de plus en plus conscient que rendre service à chacun passe par rendre service au collectif. C'est ça l'élément de vision différent, je pense, le tournant différent que prend le CEGEC, c'est que sa vision, c'est qu'on doit penser au collectif pour permettre aux projets plus spécifiques de chacun de nos PO de survivre et pas laisser aller les choses et voir mourir les uns après les autres un certain nombre de beaux projets de proximité ou pas, parce que là, nous aurons, comme on dit, perdu ensemble, et mon slogan serait plutôt « Gagnons ensemble ». Eh bien, merci Alexandre de ta visite dans nos studios. Vous le savez, notre podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode et les autres, les précédents évidemment, mais n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs. À bientôt dans l'heure de fourche. Merci pour votre invitation. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou
L'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.